depuis une dizaine d'années, un peu plus, et c'est pas un des acteurs économiques que je vais rappeler ça, mais a perdu dans sa capacité productive, en particulier industrielle, voire même agricole et agroalimentaire. Si je regarde le secteur de l'agroalimentaire en particulier, je me suis aperçu quand je suis arrivé qu'on avait des industries qui, parce qu'il y a une faiblesse en termes d'autofinancement, avaient peu investi. Et quand on n'investit pas, on a un appareil de production qui vieillit et donc on est moins compétitif. Tout ça s'accumulant et créant ce que je disais, ce que j'évoquais, un tissu primaire et secondaire qui a besoin d'être remusclé, renforcé. Et c'est tout l'objectif du choix qui a été fait par le président de la République dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité. On a fait un choix qui s'appelle le choix d'une politique de l'offre, parce que le constat a été fait par le rapport Gallois, je le rappelle, le constat a été fait par le rapport Gallois qu'on avait, je le disais, perdu de la compétitivité, perdu en tissu industriel, et qu'il fallait à tout prix redresser cette situation si on veut retrouver de la croissance, de la confiance et donc de l'emploi. Suite au rapport Gallois a été décidé le crédit d'impôt compétitivité emploi qui a vu sa mise en œuvre se faire. On est sur la première étape du crédit compétitivité emploi qui était de 4% sur une masse salariale calculée jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Et on va passer pour cette année 2014 à 6%. Je rappelle qu'en somme, pour aider les entreprises, ça représente 20 milliards d'euros une fois qu'on est arrivé au maximum de la charge du crédit d'impôt, c'est-à-dire à 6%. 20 milliards, ça c'est sur la masse salariale à 2,5 fois le SMIC, et c'est en route et ça se met en place. A été, dans le cadre du pacte de responsabilité, rajouté 10 milliards d'euros sur des allègements de cotisations pour justement aussi soutenir l'emploi au-delà de ce qui avait été déjà fait sur le crédit d'impôt compétitivité emploi. C'est les allègements qui ont été évoqués, en particulier dès le 1er janvier 2015, où il y aura 0 cotisation pour un emploi autour du SMIC, pour une entreprise, et pour un emploi autour du SMIC, et ça c'est très important. Plus des allègements aussi ciblés pour les travailleurs indépendants, et dans ces entreprises indépendantes, travailleurs indépendants, il y a bien sûr les agriculeurs, je le dis aussi, devant les responsables agricoles qui sont là. Donc on a un dispositif qui a été complété après le crédit d'impôt compétitivité emploi par ces allègements de charges, avec toujours le même objectif, faire en sorte qu'on gagne en compétitivité et qu'on favorise l'embauche. Ça a été dit, la politique qui a été mise en place d'emploi, en particulier sur les emplois d'avenir, et j'ai noté que dans votre région, les emplois d'avenir dans le secteur marchand représentent 20% de l'ensemble des emplois d'avenir. C'est une politique offensive et publique, elle était absolument nécessaire à un moment où on l'a vu et on le voit encore, le chômage augmente, mais le relais pour faire baisser le niveau du chômage dans notre pays, on le sait, ça dépendra de l'activité économique et de la création d'entreprises dans le secteur marchand et dans les entreprises. On a un double objectif quand on a fait ce qu'on a fait, avec les mesures qui ont été rappelées, investir en soutenant des emplois en direct, et en particulier pour ce qui est des emplois d'avenir dans le secteur marchand aussi, et puis en même temps, je l'ai dit, par la baisse des cotisations, favoriser l'emploi dans l'entreprise. C'est ça qui est notre stratégie. Donner des capacités aux entreprises et leur permettre d'embaucher et d'investir. La ligne directrice depuis le départ, elle est là. Et de manière macroéconomique, c'est, je le disais, d'où le nom qui a été évoqué du ministère du redressement productif à l'époque, c'est vrai qu'il faut qu'on redresse notre appareil de production. Le symptôme le plus terrible pour nous tous, hein, c'est celui du déficit de la balance commerciale. Je le rappelle, il était, quand on est arrivé de plus de 70 milliards, il doit être autour de 58-57 milliards. Je l'ai connu, et vous aussi, je le rappelle juste comme ça, hein, en 2002, légèrement excédentaire. Légèrement excédentaire.
On a eu une dégradation, et ça, on ne peut plus continuer à laisser penser qu'on puisse vivre comme ça, avec un déficit commercial qui engage aussi un déficit sur la balance des paiements, qui fait que globalement, notre pays ne peut pas durablement maintenir cela. Donc il faut bien redresser l'appareil économique. Et le choix de la politique de l'offre, il est fait pour justement redonner au tissu industriel agricole les marges nécessaires pour investir, embaucher et préparer l'avenir. Mais cette politique de l'offre, on l'a vu aussi, nécessite pour être accompagnée, parce que les carnets de commandes ne se remplissent que s'il y a aussi une demande, d'un autre volet. Hein, et c'est donc le pacte de responsabilité et de solidarité pour donner aux Français, après les décisions qui ont été prises sur la question des impôts, des marges aussi en termes de pouvoir d'achat. Les deux sont importants. Il y avait d'ailleurs dans la présentation une partie mixte. Et il faut qu'on en ait bien conscience, parce qu'on sait qu'en même temps qu'on donne cette capacité aux entreprises à investir, à retrouver des marges et à embaucher, il faut que derrière il y ait aussi une demande qui suive. Et ça, c'est le choix qui va être fait avec la loi rectificative, loi de finances rectificative dès cet été, et qui aura une application dès le mois de septembre de la baisse des impôts pour 3 millions de personnes et 1,8 million de ménages qui ne paieront plus l'impôt là dès le mois de septembre. Ça c'est important, il faut le dire, il faut le répéter. De la même manière que le 1er janvier 2015, on aura une baisse des cotisations salariées, ça c'est pour les salariés, qui dégagera un pouvoir d'achat supplémentaire pour les salaires autour du SMIC de près de 500 € sur l'année, c'est-à-dire un demi 13e mois. Tout ça, ce sont des mesures qui mettent en place, je le disais, à la fois le soutien à l'offre et le soutien à la demande. Et il faut que cette combinaison des deux redonne de la confiance à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient producteurs et acteurs économiques directement, ou consommateurs. Parce que ce qu'on a constaté, vous comme nous, la difficulté qu'on a aujourd'hui à redonner un peu plus de croissance, elle est liée, je pense aussi, et c'est pour ça qu'on fait cette communication, à essayer de donner le cadre dans lequel on va s'inscrire dans les années qui viennent. Pour que chacun puisse anticiper. Parce qu'il n'y a rien de pire que les anticipations négatives. On a déjà besoin de donner de la confiance, puis si personne n'est sûr de ce qui va se passer, tout le monde peut anticiper le contraire, c'est-à-dire peut-être des difficultés. Et on est là pour forcer le trait, mais dire que ces mesures sont là pour redonner ce cadre et surtout redonner confiance. La France, alors j'ai regardé les dernières statistiques de l'INSEE qui corrigent ce qui avait été fait, a donc retrouvé le niveau de son PIB de 2008 un peu plus tôt que prévu, puisqu'on a intégré maintenant, non pas comme consommation intermédiaire, mais dans le PIB le crédit d'impôt recherche qui va être complété avec le crédit d'impôt innovation. On a rattrapé notre niveau de PIB de 2008 en 2011. Sachez quand même que ni l'Italie ne l'a fait, ni l'Espagne ne l'a fait, ni la Grande-Bretagne, qu'on souligne, dont on souligne à juste titre la dynamique aujourd'hui, n'a retrouvé son niveau de PIB de 2008 à l'heure où je parle. Mais en même temps, on a besoin de créer une confiance qui redonne à notre pays, à ses acteurs économiques, le supplément qui fait que, au lieu d'être avec des 0,2, 0,3, 0,4 de croissance, on puisse enfin obtenir le 1% de croissance cette année et plus l'année prochaine. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça le message du pacte de responsabilité et de solidarité. Un soutien fort, clair aux entreprises pour près de 30 milliards, si j'ajoute crédit d'impôt plus allègement de cotisation, auxquels s'ajouteront les éléments qui ont été évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire la fin en sifflet de la C3S, c'est ça, la fameuse cotisation, hein, à partir de 2016 jusqu'en 2017, et la baisse de l'impôt sur les sociétés. Chaque acteur économique, maintenant, a la trajectoire, a la perspective. Et pour les ménages, je le rappelais, c'est les baisses d'impôts dès septembre et les perspectives d'amélioration du pouvoir d'achat dès le 1er janvier 2015. Voilà ce qu'est le message d'aujourd'hui. On a fixé un cadre, on a posé sur la table les grandes règles qui vont s'appliquer pour tous les acteurs économiques. Ce qu'on souhaite,
c'est qu'à partir de là, chacun anticipe maintenant, de manière positive, ces éléments en termes d'investissement, d'embauche, ou pour les ménages aussi, se rassurer sur ce qui se passera dans les mois qui viennent. C'est là qu'il était important qu'on ait cette communication. S'y ajoute, je le dis quand même en termes industriels, tout ce qui a été lancé aussi avec les 34 plans qui avancent sur des stratégies de moyen et de long terme, sur des projets industriels qui feront plutôt la France de demain. C'est important aussi, parce que ça accompagne le dispositif. C'est aussi, je le dis, la mobilisation depuis le départ de la Banque publique d'investissement. Et je rappelle d'ailleurs que dans les critères qui ont été soulignés comme étant positifs dans les investissements étrangers par le cabinet Ernst & Young, là, qui a classé la France en 3e ou en 4e au niveau européen, cité par les investisseurs étrangers, il y avait la BPI comme facteur positif. Donc c'est un outil. Faut-il aussi là que tout le monde s'engage avec la BPI pour financer les investissements? C'est aussi un message qu'on passe à tous ceux qui sont en charge du financement de l'économie. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est donc un message pour donner le cadre qui sera celui des années qui viennent, donner ce cadre avec deux objectifs, le soutien aux entreprises et à l'offre productive pour débloquer la croissance et l'emploi, et un message aussi aux Français en termes de pouvoir d'achat, avec la vague de baisse d'impôts qui sera décidée avant l'été et qui s'appliquera en septembre, et surtout les allégements qui viendront au début 2015. Voilà l'axe stratégique, voilà le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui, et donc à partir de là, essayer au mieux de répondre à vos questions. Je sais que rien n'est jamais facile. Tout ça, je l'ai dit, 30 milliards, plus 4 à 5 milliards, 35, 36 milliards, hein, plus les mesures pour le pouvoir d'achat, sur la partie solidarité. On le finance avec les économies de 50 milliards qui sont annoncées sur les dépenses publiques, plus l'augmentation des taux de TVA qui ont été décidés, qui ont été mis en œuvre en début d'année, et qui posent pour certains peut-être des petits problèmes, je pense en particulier à l'horticulture ou à des sujets comme cela. Et puis la contribution climat-énergie aussi, hein, qui rentre dans ce cadre-là, en particulier pour le financement du crédit d'impôt compétitivité-emploi. Donc on est arrivé à un équilibre dans lequel il faut que vous ayez conscience qu'en plus, on s'inscrit dans la réduction des déficits budgétaires. C'est-à-dire, les dépenses que nous faisons à hauteur de 40 milliards globalement sont financées par les trois éléments que je vous indiquais, à la fois sur TVA, plus la question de la contribution climat-énergie, plus les économies de dépenses publiques. Mais dans les économies de dépenses publiques, on a aussi à tenir compte de la réduction du déficit budgétaire. C'est-à-dire que toute dépense fiscale, c'est-à-dire toute exonération fiscale, je parle devant quelqu'un qui est encore plus compétent que moi, c'est une recette en moins. Hein? Donc il faut mettre des dépenses en moins en face, sinon on creuse le déficit. Donc tout ça c'est fait avec ce calcul-là. Alors après, sur la question qui est posée, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait avoir des systèmes qui consisteraient à dire si on anticipe une fermeture, on peut licencier plus facilement. Il y a dans l'accord qui a été signé entre les partenaires sociaux en février 2013, qui s'appelait l'accord, comment il s'appelait déjà son nom, l'ANI, voilà, l'ANI. Des mesures qui permettent d'anticiper, mais qui ont été négociées. Et c'est tout le débat qu'on peut avoir. On pourrait toujours penser pouvoir passer directement par la loi. Là, il y a eu une loi, mais qui faisait suite à une discussion et un dialogue social entre les partenaires. Et donc, dans ce cadre-là, il y a déjà des dispositions et des dispositifs. Il y a même des possibilités qui ont été, pas simplement d'anticiper la fermeture, mais de se redonner des marges de compétitivité pour pouvoir éviter les fermetures. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Renault en signant un accord de plan de compétitivité qui anticipe l'aménagement du temps de travail, l'évolution des salaires, pour justement éviter d'uniquement traiter la fin de vie d'une entreprise. On doit au contraire penser, dans une phase difficile, certes,
à maintenir un tissu industriel qui peut-être demain vont pouvoir retrouver des marges et un développement économique qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qui est sous-jacent. Il y a plein d'entreprises, il y a plein de sujets. Je suis, vous savez, sur des sujets comme le poulet export dans l'ouest de la France aujourd'hui. On est dans une phase extrêmement difficile, liée à une mauvaise gestion précédente, liée à une difficulté conjoncturelle avec le niveau de l'euro, mais on a derrière un vrai potentiel. Tenir et permettre à des entreprises de passer ce cap, c'est peut-être demain offrir des possibilités de développement et de croissance à des entreprises. Donc c'est très important de raisonner aussi comme ça. Il ne faut pas qu'on raisonne uniquement sur la fermeture, il faut qu'on raisonne aussi sur le maintien et le soutien de l'activité, parce que demain, ça peut, et ça doit repartir, et ça doit réoffrir des possibilités. Qu'est-ce qui s'est passé pour le crédit d'impôt compétitivité emploi pour les coopératives? C'est que ce crédit d'impôt, par définition, c'est un crédit d'impôt, donc c'est pour les entreprises qui payent l'impôt. Il se trouve que les coop, n'en payant pas, on n'a pas pu faire valider à l'échelle européenne le fait qu'on puisse le transformer en un crédit, ce genre de subvention, puisqu'il n'y avait pas la justification liée à l'impôt. Donc les vérifications qui ont été faites sont assez claires sur l'impossibilité juridique qu'on a d'aller vers une mesure différente mais spécifique d'accompagnement pour les coopératives. Donc on travaille sur d'autres pistes, c'est ce qu'on essaye de faire, sur les grandes questions liées à la fiscalité et surtout aussi sur la question du soutien à l'investissement pour la coopération. Puisque je l'ai dit, dans le financement du crédit d'impôt, il y a une partie qui est liée à la contribution climat-énergie que tout le monde paye, et donc il faudrait qu'on puisse réintroduire une partie de ce qui est de la contribution pour soutenir l'investissement des coopératives. C'est une piste la plus sérieuse, parce que là-dessus, on peut trouver des voies juridiques qui ne posent pas trop de problèmes. Mais c'est ce débat qu'on a depuis le début, on a cherché à le contourner, on a essayé de trouver des solutions, mais à chaque fois, alors en plus, on pourrait aussi imaginer des mesures d'anticipation, des mesures spécifiques sur des allégements de cotisation pour la coopération, mais là, à chaque fois qu'on fait une mesure spécifique, boum, on tombe sur la mesure spécifique qui n'est pas autorisée, parce que c'est une distorsion de concurrence, voilà. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt sur une question plus de soutien à un investissement dans la coopération, qui est, enfin je le dis aussi ici, dans le Languedoc, avec la place qu'a la coopération viticole en particulier, mais la coopération agricole aujourd'hui, c'est plus de 45 milliards, on entend dire, de chiffre d'affaires. Et c'est en croissance. Globalement, c'est en croissance. C'est le secteur qui, dans l'agroalimentaire aujourd'hui, a la croissance la plus importante. Donc on a là un gros secteur, très important économiquement, qu'on doit soutenir, parce qu'il est porteur de beaucoup de potentialités et beaucoup d'avenir, à la fois en termes de création d'emplois, de localisation territoriale, et puis de développement de production importante pour l'agroalimentaire français. Monsieur le Président, enfin, porte-parole du gouvernement, membre du gouvernement, on a eu deux discussions sur cette question de l'apprentissage. La dernière, c'était vendredi, il y avait une réunion de tous les ministres avec le Premier ministre et autour du Premier ministre. Donc, tout le monde a bien conscience que sur cette question, il y a deux facteurs, et vous les avez évoqués. Le premier, c'est le bâtiment, là, on a un sujet en soi, et il y aura des propositions avant l'été qui seront faites. C'est vrai que la construction de logements neufs, les objectifs qu'on s'était fixés, on est loin de les avoir atteints, et il faut qu'on dynamise la construction de logements. Ça fait partie à la fois de l'activité économique, et une partie de la croissance y est liée. Deuxièmement, ça répond à des besoins en termes de logement. Et troisièmement, c'est un élément de création d'emplois, bien sûr, très important. Sur l'apprentissage, François Rebsamen a dit qu'il y aurait des propositions qui seraient faites. Donc je n'anticiperai pas sur ces propositions, parce que d'abord, en plus, je ne les connais pas, mais je sais que sur cette question, on partage l'avis qui consiste à dire que l'apprentissage est un outil important, avec des débouchés qui sont importants, dans des conditions qu'il faut toujours être... il faut bien les vérifier, bien les encadrer, mais on a là de quoi faire. Il faut qu'on soit, bien sûr, allant sur ce sujet. On a perdu 30 000 apprentis, vous l'avez dit. Je ne pense pas que dans la période, il faut qu'on soit, je le dis, prendre la mesure de ce qui s'est passé, bien regarder ce qui s'est passé, et puis relancer l'apprentissage. Donc je sais que le ministre du Travail va faire des propositions. Je ne les connais pas, et je ne m'engagerai pas à annoncer quoi que ce soit aujourd'hui, mais je sais que ce sujet
on l'a parfaitement identifié. Questions qui sont alors sur la question des seuils, le ministre a fait une proposition qui consistait à dire, puisque c'était souvent aussi les chefs d'entreprise qui n'arrêtent pas de dire que ça bloque parce qu'il y a des seuils, donc on ne passe pas au-delà de 10 parce que sinon il y a des contraintes. Alors la proposition qui était faite, ou la suite, c'était de dire, puisque vous nous dites que ça bloque, faisons une expérience, on prend 3 ans, on débloque et puis on regarde ce qui se passe. Si ça marche, ça marche pas. Bon, j'ai vu que les syndicats, et en particulier la CFDT sur ce sujet, était extrêmement réticente, qui a l'impression qu'on donne beaucoup, alors je le dis, aux entreprises. Hein, aujourd'hui, je faisais le rappel quand même de ce qui est engagé, et que sur les contreparties, c'est toujours après, et puis après on verra, et s'il y a encore un certain nombre de choses qui sont réglées, on y arrivera. Donc il faut, vous savez, ce pays, je disais, il y avait un problème de confiance dans le pays, et c'est vrai qu'il y a un problème de confiance, mais partout. Si vous saviez ce que c'est que les négociations sur l'agriculture, l'agroalimentaire, entre la grande distribution, les industriels et les agriculteurs, c'est quelque chose, hein. Et à juste titre pour les uns comme pour les autres. Pour la grande distribution, peut-être moins que pour les autres. Hein. Et donc on est obligé de créer des conditions du dialogue. Et dans ces conditions du dialogue, c'est vrai que chacun doit faire un pas, et c'est le dialogue qui permet le compromis à la fin, ou qui permet la solution. Sur la question de la pénibilité, je sais qu'au niveau du ministère, il y a un travail qui est engagé, hein, par rapport à ce qui a été signé dans le cadre de l'accord sur les retraites, pour faire en sorte que ça soit applicable et que ça reste un enjeu de progrès, hein, puisque c'est vrai qu'on en a parlé depuis tellement longtemps. Et moi, ça fait aussi tellement longtemps que je sais que par exemple, je reprends tout ça parce que je connais bien ce secteur, mais dans l'agroalimentaire, le travail dans le froid, dans les abattoirs, vous avez de moins en moins, quand je dis de moins en moins, oui, de moins en moins de jeunes qui s'engagent, parce que les conditions sont difficiles. Et c'est vrai que s'il y avait des possibilités d'intégrer dans ces emplois un élément de pénibilité pour une perspective en termes de retraite, ça pourrait donner à nouveau peut-être à certains envie d'y aller. Donc moi je suis pour qu'on trouve sur cette question, comme vous l'avez dit, la simplification nécessaire, parce que si c'est trop compliqué, ça ne va pas s'appliquer, ça c'est sûr, il faut qu'il y ait une discussion, mais en même temps qu'on garde l'objectif. Et sur les seuils, parce que vous me dites, s'il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher. Hein, la seule question qu'on se pose, c'est toujours la même. Comment on fait pour que chacun assume sa responsabilité, sa part dans la lutte contre le chômage, hein, c'est ça l'enjeu. Et la création d'emplois. Je l'ai dit tout à l'heure, la part qui est dévolue à l'État, on a engagé des politiques sur l'emploi, mais c'est vrai qu'on le sait, c'est derrière l'entreprise, c'est derrière la croissance économique, c'est derrière le secteur marchand qui sera l'élément, comment dirais-je, structurant de cette baisse. Hein, donc on souhaite des engagements, on souhaite des contreparties. Alors, sur ces sujets, écoutez, j'ai dit ce que je pensais hein, sur ces questions-là. On a d'abord à caler tout ce qui est en cours et qui doit être mis en place. Vraiment, c'est important qu'on stabilise tout ça. Il y a la visibilité, ça a été dit tout à l'heure, et demandé sur la loi 2016. Oui, on est là aussi pour fixer tout ça. Alors, il y a le Parlement qui vote, bien sûr, mais on est là pour donner ce cadre. On a besoin de fixer les grands enjeux. Voilà, et c'était l'objet de cette communication.